Ils sont des êtres humains comme toute autre personne, mais sont très souvent maltraités par leurs semblables du fait de la couleur de leur peau. Et pourtant, la Constitution du Bénin, en son article 15, alinéa 1er, dispose que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce numéro de votre émission Droits et Devoirs s'intéresse aujourd'hui à la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme. Et pour mieux en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Carlos Amoussou. Il est juriste. Monsieur Amoussou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Alors Monsieur Amoussou, avant tout propos, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que l'albinisme. Un albinos, c'est qui? Un albinos, c'est quelqu'un qui souffre d'albinisme, comme vous venez de le dire. Et l'albinisme, en fait, se caractérise par une déficience de mélanine, la production insuffisante de mélanine par les gènes de la personne. L'albinisme vient du mot albus, qui veut dire blanc, du mot latin albus, qui veut dire blanc. Et les albinos sont caractérisés par, bien évidemment, la couleur blanche de leur corps, malgré le fait, par exemple, les albinos africains, parce qu'il faut savoir, il y a des albinos dans toutes les races, étant donné que c'est une maladie génétique caractérisée par la déficience de mélanine, l'insuffisance de mélanine. Ça veut dire que le corps ne produit pas assez de mélanine, et la mélanine, en fait, c'est ce pigment-là qui colore la peau. Donc, quand vous êtes noir, la mélanine permet que vous soyez noir, et quand vous êtes blanc, la mélanine permet que vous soyez blanc. Et cette déficience-là se trouve chez toutes les races. Toutes les races. Chinois, chez les blancs, chez les noirs et chez toutes les espèces, chez les plantes et chez les animaux aussi. On trouve les albinos partout parce que nous sommes tous faits de gènes. Maintenant, je disais tantôt que l'albinos, c'est celui qui porte ce gène-là. Et on peut trouver des albinos qui sont atteints sur les yeux. C'est l'albinisme oculaire. On peut trouver des albinos qui sont atteints autant sur les yeux, sur les cheveux que sur la peau. C'est mon cas. Et là, les pigments à ces différents endroits-là font défaillance. C'est ce qui fait que la couleur blanche est constatée, malgré le fait que nous soyons nés de père et de mère noirs. Voilà. Alors, Monsieur Amoussou, avant d'évoluer dans cet entretien, je vous invite, chers téléspectateurs, je vous invite également à suivre ce reportage qui nous informe plus sur les mauvais traitements dont sont victimes les personnes albinos. Merveille, 13 ans, albinos, a dû faire face à des actes de discrimination dès son entrée à l'école. Petite et innocente, elle a très tôt réalisé sa différence avec les autres écoliers de par sa couleur de peau. Situation qui l'a même amenée à prendre pendant un bon moment ses distances avec ses camarades. Parfois, je me sentais mal à l'aise parce que je n'étais pas avec des camarades. Je me sentais mal à l'aise, je me sentais discriminée, je me sentais un peu comme une autre race, quoi. Je n'étais pas ouverte, je n'étais pas libre de faire tout ce que je veux. À l'église, dans le quartier, parfois, il y a aussi des gens qui me rejettent. Ils me traitent comme si je ne suis pas, je les connais, mais quand ils me voient, ils ne me considèrent pas, ils m'ignorent. Même si je parle, ils ne considèrent rien de ce que je dis. Ils me rejettent, ils me discriminent. Et pour s'imposer dans la société, Merveille s'est engagée à changer les mentalités à travers des actions de sensibilisation. C'est à travers le téléfilm Luna que je les ai pu sensibiliser pour leur dire que je ne suis pas différente. On est de la même peau, on est des mêmes races, on a les mêmes peaux, mais c'est juste la couleur et les cheveux qui sont différents. Même s'ils sont estimés à moins de 1% de la population, les personnes en situation d'albinisme sont confrontées à toute forme de marginalisation. Outre la difficulté d'insertion sociale,
elles sont aussi limitées dans la vie professionnelle. Les personnes atteintes d'albinisme ont été longtemps mal utilisées dans des sociétés. Parfois, quand on les prend et quand ils voient que bon, ils demandent certaines choses de trop, soit ils les utilisent trop. Et quand ces gens veulent revendiquer, ils disent d'ailleurs, toi, et on les licencie, on les laisse. Il y a beaucoup de cas de licenciement comme ça. Et même quand on court pour avoir gain de cause, souvent c'est des gens qui sont prêts à se battre, à montrer vraiment que cette personne ne vaut vraiment pas la peine dans la société. Les albinos sont également victimes de persécutions et même d'assassinats. Des actes qui nécessitent une prise de conscience à tous les niveaux et la mise en place d'un cadre juridique effectivement applicable pour le grand bonheur de ces derniers. Alors, Monsieur Amoussou, votre réaction suite à ce reportage? Bon, je dois dire que ce reportage traduit un peu ce qu'une personne atteinte d'albinisme vit dans la société. C'est véridique. Il est clair que les personnes atteintes d'albinisme sont marginalisées, sont discriminées et qu'elles doivent doubler d'ardeur, doubler d'efforts pour pouvoir atteindre les objectifs, les mêmes objectifs que les autres, excusez-moi. Lorsque vous êtes atteint d'albinisme, vous devez prendre conscience de votre différence qui se situe sur beaucoup de plans, par exemple sur le plan de l'acuité visuelle, sur le fait aussi que vous ne pouvez pas vous exposer au soleil comme tous les autres. Et donc, cela induit que vous ne pouvez pas aller à la tâche, vous ne pouvez pas aller au charbon dans tous les domaines comme les autres. Et vous devez trouver des palliatifs pour pouvoir montrer que vous pouvez être utile à quelque chose dans la société. Justement, racontez-nous oui, votre histoire, puisque vous êtes sur le plateau ici, c'est une chance pour nous de vous avoir. Comment est-ce que vous avez pu dépasser tout ceci? Bon, dépasser tout ceci, vous savez, la discrimination commence depuis l'enfance. Lorsque les enfants constatent que parmi eux, il y a quelqu'un qui est tout blanc, malgré le fait que ses parents soient noirs, et que dès le plus jeune âge, on ne lui explique pas que c'est une personne à part entière et non entièrement à part. La discrimination commence là. Et puis, l'enfant qui n'accepte pas sa différence, je parle là de l'albinos, pas des autres qui le discriminent, parce que dans notre cas, par exemple, en Afrique, les albinos africains sont souvent confrontés à d'autres petits garçons, d'autres petits enfants noirs qui s'étonnent de la couleur de peau de leurs camarades tout blancs, malgré le fait qu'il ait des parents noirs. Donc, les parents doivent jouer depuis l'enfance un rôle fondamental et amener les enfants à comprendre que les albinos, leur camarade qui est tout blanc, est de la même couleur, comme on appelle, est de la même race qu'eux, et que ce n'est pas quelqu'un qu'il faut craindre. Ça part de là, en fait. Il faut commencer à expliquer à l'enfant qui est albinos aussi qu'il est un homme comme les autres, comme je viens de le dire, et puis l'aider à avancer dans le cursus scolaire. Les parents doivent jouer un très grand rôle. Et par exemple, quand vous êtes jeune, quand vous êtes au primaire, vous êtes obligé d'aller devant le tableau régulièrement. Oui. Vous êtes obligé de vous approcher des autres, prendre leur cahier afin d'écrire. Et puis, vous êtes obligé de subir, puisque la plupart du temps, nos instituteurs ne sont pas formés à accepter le fait que la déficience visuelle d'un de ses élèves le ralentisse. Donc, ils ne sont pas tolérants, en fait. Ils ne sont pas tolérants? Non, les enseignants ne sont pas tolérants. Pas parce qu'ils le font sciemment, mais simplement parce qu'ils ne sont pas formés à cela. Il n'y a pas d'enseignant au Bénin qui soit formé à enseigner un albinos. Et puis les dispositions ne sont pas véritablement prises au cours, par exemple, du processus primaire de l'enfant pour l'aider à avancer. La plupart du temps, ce sont les parents, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, qui doivent enseigner leur enfant en amont à la maison, l'amener à être un peu en avance sur le programme pour qu'il puisse, une fois en classe, être dans la même situation, avoir les mêmes aptitudes que les autres. Les parents doivent jouer un grand rôle. Et là-dessus, je fais un clin d'œil à ma mère et à mon père qui ont toujours été là pour m'aider à avancer parce que tout se décide dans le cursus du primaire. Et lorsque vous passez le cursus du primaire, vous devenez grand, vous êtes adolescent, à vous maintenant de vous prendre en charge et puis d'avoir un quotient émotionnel très élevé pour pouvoir accepter
toutes les discriminations qui sont de nature, si vous êtes trop sensible, de nature bien sûr à vous empêcher d'évoluer. Et justement, vous avez parlé de sensibilité tout à l'heure. Quelles peuvent être les conséquences jusqu'où ces actes de discrimination, de marginalisation peuvent affecter les personnes, les victimes? Oui, et vous savez, la discrimination, la marginalisation, ce sont des propos. Et les propos, ce sont des propos, ce sont des comportements. Mais ce sont des choses qui touchent la sensibilité, comme je crois Merveille vient de le dire dans le reportage, qui touchent la sensibilité de la personne atteinte d'albinisme. Parce que la personne atteinte d'albinisme se sent blessée dans sa dignité, se sent blessée dans son orgueil. Mais j'aime revenir sur cela pour dire que c'est là que les parents doivent jouer un rôle de soutien affectif et doivent aider leurs enfants à surmonter ces difficultés émotionnelles-là pour leur permettre d'avancer. Parce que tout se joue là. Est-ce que l'enfant, est-ce que les parents réussiront ou bien est-ce que les amis, parce que les albinos sont aussi des amis, moi j'ai plein d'amis, est-ce que les gens réussiront à aider la personne en situation de discrimination à surmonter l'épreuve qu'elle est en train de traverser? Parce que tout se résume là. Elle a dit qu'il a fallu qu'elle se recroqueville sur elle-même un moment, mais après elle est sortie de ses réserves pour commencer à sensibiliser. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont vu, qui lui ont dit, mais ma chérie, c'est pas parce que tu es albinos que tu vas prendre cette situation génétique comme une fait en soi. Lève-toi et va dire aux autres que tu n'es pas différent, tu n'es pas différente d'eux. Parce que quand vous expliquez à l'autre que vous avez les mêmes aptitudes et que vous le faites non seulement en parole mais aussi en acte, cette personne est obligée d'accepter que vous allez certaines fois au-delà de ce qu'elle est capable de faire malgré votre albinisme. Et c'est par les actes que vous posez en société que vous pouvez vous imposer. Parce que ce sont les actes qui forment l'admiration, ce sont les actes qui changent le mental, qui changent le monde. Alors, monsieur Amoussou, les actes vont jusqu'à, la discrimination va jusqu'à des actes criminels et des actes criminels qui sont posés sur les personnes atteintes d'albinisme. Moi, j'ai lu quelque part en Afrique du Sud, c'est pas seulement au Bénin, un peu partout dans le monde, en Afrique du Sud, une petite fille de 13 ans qui a été tuée pour permettre à un monsieur d'évoluer dans ses affaires. Oui, c'est malheureusement ce qu'on constate. Oui, on le constate. Nous, je crois, l'ONG Valeurs Albinos, qui fait un travail admirable, avait un temps parlé d'une situation qui concernait une des nôtres qui avait été assassinée à Calavi, décapitée, voilà. On l'a retrouvée sans sa tête. Et encore heureux qu'on l'ait retrouvée sans la tête. Et on a beaucoup de cas comme ça de disparition observés dans la population des personnes atteintes d'albinisme pour des raisons traditionnelles, pour des raisons liées à nos traditions. Liées à nos traditions et certainement à l'ignorance de certaines personnes qui pensent que c'est en passant par ces voies-là qu'elles atteindront leurs objectifs. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la sensibilisation. La sensibilisation et la répression. Justement, parlant de la répression, est-ce qu'il existe aujourd'hui, sur le plan régional, sur le plan international et même au Bénin, un arsenal juridique spécifique qui protège les personnes atteintes d'albinisme? Au Bénin, nous sommes en train. Au Bénin, nous sommes en train. Nous avons à notre actif l'élaboration d'une loi sur la question et nous espérons très prochainement le gouvernement se penchera sur la question et que la loi sera promulguée. Quel genre de répression peut-on mettre en place? Quel genre de dispositions peut-on mettre en place pour mettre fin définitivement à ces actes-là? D'abord, pour sensibiliser les autres que les personnes atteintes d'albinisme sont des personnes normales comme elles et réprimer ceux qui posent des actes criminels sur ces personnes. Oui, vous savez, ce sont les hommes qui appliquent la loi. Ce sont les hommes qui appliquent la loi et il faut commencer par la sensibilisation. Et la sensibilisation, elle doit être à tous les niveaux.
J'ai l'habitude de dire quand je passe sur Il y les a plateaux... des actions de sensibilisation qui se Oui, il y a des font. actions de Vous avez sensibilisation, cité mais par exemple l'ONG Valeurs Valeurs Albinos, Albinos tout oui, à l'heure. même Albi International et puis Et World Wide pourtant, le Connection. phénomène Voilà, persiste. Oui, le phénomène persiste parce que ces actions de sensibilisation ne touchent pas toute la population béninoise. Vous voyez, à Cotonou, je ne suis pas sûr que le phénomène ait la même ampleur dans les centres-villes que dans la périphérie de ces centres-villes ou dans les contrées éloignées. Non, il faut étendre la toile sur l'ensemble du pays et pour cela, on a besoin de moyens. Maintenant, il faut aussi faire la promotion des personnes atteintes d'albinisme. Il faut faire leur promotion. Il faut, par exemple, pourquoi ne pas chercher, je le dis comme ça, je ne suis pas politicien, mais je me dis, pourquoi ne pas avoir un ministre albinos? Pourquoi ne pas avoir quelqu'un qui va au front, quelqu'un qui anime la vie politique dans ce sens-là? Parce que lorsque les gens vont commencer à constater... Sur le plan professionnel, vous êtes aussi limité. Non, sur le plan professionnel, vous savez, être limité sur le plan professionnel, non. Je crois que quand vous êtes quelque part, vous devez créer votre monde afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, j'ai un rendement admirable sur le plan professionnel et je travaille mieux que certaines personnes sur le plan professionnel. Donc je ne suis pas limité à cause de mon albinisme. Lorsque vous atteignez une certaine stature sociale, vous avez l'obligation, sinon le fait même que vous ayez atteint cette stature sociale-là prouve déjà que vous avez dépassé ces stigmates, ces discriminations, ces préjugés-là, voilà, le mot m'est venu, ces préjugés-là. Et vous ne pouvez pas vous en prévaloir pour justifier un rendement faible ou médiocre. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous dire non, que c'est parce que j'ai la myopie, qu'elle est congénitale, que je ne peux pas faire le travail pour lequel l'État m'a mis là. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous Alors, avez Monsieur atteint ce Amousseau, niveau, avant c'est de parce que vous parler avez de... dépassé un certain nombre de choses. Voilà. On a parlé tout à l'heure de cadre juridique spécifique qui est en cours d'élaboration. On espère que ça va aboutir. Ça aboutira. Et que cette loi sera vraiment appliquée. Nous avons aujourd'hui une loi spécifique pour les personnes handicapées. On espère que ce sera le cas également pour les personnes atteintes d'albinisme. Mais déjà, il y a le code pénal. Et ces actes criminels que nous avons cités tout à l'heure, est-ce que vous pensez que ces actes sont réellement réprimés? Vous savez, pour réprimer un acte, il faut qu'on puisse mettre la main sur la personne qui a commis cet acte-là. Et je pense qu'à chaque fois qu'on prend quelqu'un qui s'est rendu coupable d'une certaine, sinon d'une infraction qui porte atteinte à la personne vivant avec l'albinisme, elle est sanctionnée. Cette personne est sanctionnée. Donc, il n'y a pas... Je pense que la personne est sanctionnée, voilà. Je le dis, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai, nous n'avons pas tout fait ressortir dans le reportage, mais Madame Pamela Kakochichi, dans son interview, elle a dénoncé des choses, c'est-à-dire, c'est un peu comme si au niveau de l'appareil juridique, il y a, judiciaire, j'allais dire, il y a une certaine complicité qui empêche l'évolution de ces affaires au niveau des tribunaux. Non, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. Est-ce parce que vous êtes au niveau d'un tribunal que vous le dites? Non, 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 non. Non, c'est pas parce que je suis au niveau d'un tribunal. C'est un peu cela aussi parce que, vous voyez, lorsque nous avons observé la décapitation de cette jeune dame dont j'oublie le nom, qui était, avec qui j'étais quand même ami, parce que nous avons eu sa décapitation, il y avait une plainte contre X. Mais vous savez, l'appareil judiciaire n'a pas toujours les moyens d'aller au bout de ces infractions-là contre X. Et c'est souvent la difficulté. Et cette difficulté-là n'est pas plus accentuée parce que la personne est albinos ou non. Non, je pense que c'est une difficulté que l'État s'attelle à régler, mais qui est commune à tout le monde. Il y a des peines spécifiques pour les personnes qui se rendent coupables. Par exemple, dans la loi sur la protection des personnes handicapées, il y a des peines spécifiques. Je crois que déjà dans les articles 60, à partir des articles 60, il y a des peines spécifiques
qui punissent, par exemple, à partir de 10 ans d'emprisonnement à 20 ans d'emprisonnement. Il y a des peines. Mais l'application de ces peines suppose que nous puissions avoir la personne à disposition de la justice. Sinon, il y a des moyens qui sont déployés pour décourager ce genre de choses. Mais est-ce que vous pensez que l'élaboration et la mise en application de ce cadre juridique-là va permettre de changer déjà les mentalités? Ce qui va permettre de changer les mentalités, c'est la sensibilisation. Ce n'est pas l'application de ce cadre juridique. L'application de ce cadre juridique va venir polir ce que la sensibilisation a commencé. Il faut toucher les sensibilités des personnes susceptibles de se rendre coupables de ce genre de choses, autant des actes criminels que discriminatoires. Il faut toucher leur sensibilité. Et il faut aussi que les personnes atteintes d'albinisme prennent leurs responsabilités, parce que ce sont elles les premières concernées. Vous voulez dire par là qu'ils se victimisent, que ces personnes se victimisent un peu trop, Oui, c'est c'est ça? le propre de toute personne handicapée de se victimiser. Beaucoup de personnes souffrant d'un handicap quelconque se victimisent. Et c'est un piège que de tomber dans la victimisation, parce que le handicap n'est pas une fin en soi. Et puis, ce qui permet d'avancer, moi je dis la pire des formes de handicap, c'est le handicap lié au mental. Quand vous êtes dément, là, il n'y a pas de raison. Il serait étonnant que vous avanciez quand vous êtes dément. Mais quand vous n'êtes pas dément, il faut juste prier, avoir des gens qui vont vous encourager à aller de l'avant et vous montrer les chemins sur lesquels il faut passer. Et vous devez prendre en compte les conseils qu'on vous donne. Et puis, même si c'est compliqué, avancer jusqu'à atteindre vos objectifs. Je crois que c'est possible. Parce que j'en suis un exemple. Merci, Monsieur Amoussou. Vous avez un mot pour mettre un thème à cet entretien? Je dirais un que... mot de fin? Oui, un mot de fin. Mon mot de fin serait que l'albinisme, ce n'est pas une fin en soi. On peut transcender toutes les difficultés liées à cette déficience génétique-là. Mais pour cela, on a besoin que l'État, que les parents des personnes souffrant d'albinisme et que les instructeurs, je parle des maîtres d'école, et de toutes les personnes, les dignitaires religieux, particulièrement des dignitaires des cultes traditionnels, puissent sensibiliser au fait que l'albinos, est une personne avec une dignité égale à toutes les autres dignités. Merci, Monsieur Amoussou. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission qui nous a permis de revenir sur les actes de marginalisation dont sont victimes les personnes albinos. Et Monsieur Amoussou l'a dit, les personnes atteintes d'albinisme également doivent se prendre en charge. Et il a annoncé également sur ce plateau un cadre juridique en préparation pour réprimer réellement les actes criminels dont sont victimes ces personnes. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.